mettre des produits cosmétiques sur le marché français ou européen? Que dit la réglementation? Quelles sont les démarches que vous devez effectuer et qui peut vous accompagner? Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui est interdit? Je réponds à vos questions dans cette vidéo. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. La première vidéo de ma chaîne YouTube, il y a juste quelques semaines, traitait de comment créer des produits cosmétiques. Dedans, j'aborde tout le processus technique de la création du produit avec des solutions concrètes sur comment formuler, avec qui travailler, comment faire approuver ces formules par la réglementation européenne. C'est cette partie justement qu'on va plus détailler aujourd'hui parce que j'ai vu en commentaire que ça pouvait vous intéresser. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas de petites vidéos comme ça, un peu de technique sur cette chaîne, donc j'espère que celle-ci va vous plaire. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un bref rappel s'impose si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos. Si vous voulez créer vos propres produits cosmétiques, vous allez déjà devoir penser à quel produit vous voulez lancer, pour qui, pour résoudre quel problème, et de cette base-là, créer des formules adéquates. La formule, c'est la recette du produit cosmétique. Quelles matières premières vont rentrer dans la composition, à quel dosage, etc., etc. C'est une fois que vous avez vos formules de prêtes et avant de passer à l'étape production. L'étape production, c'est-à-dire la fabrication en elle-même. Lorsque vous dites au laboratoire, ok, je veux 100 unités de tel produit, je veux 500 unités, je veux 1000 unités de tel produit. Avant de passer à cette étape-là, c'est là que vous devez faire les démarches nécessaires pour faire approuver vos formules par la réglementation européenne. Et pour faire ça, ici, on va considérer principalement 4 niveaux d'évaluation. Premier niveau, l'évaluation des matières premières. Imaginons que vous vouliez lancer sur le marché français une crème pour le corps. Vous voulez que dans votre crème, il y ait du beurre de karité, du gel d'aloe vera, de l'eau, un conservateur, ainsi de suite. Pour que votre formule soit approuvée par la réglementation et que vous soyez autorisé à vendre votre crème en France, il va falloir fournir des informations précises sur chaque matière première qui entre dans la composition de votre produit. Bon, pas l'eau, mais pour chaque autre ingrédient, les documents qui vous sont demandés sont la fiche de sécurité qui est obligatoire. Sur cette fiche va apparaître le nom de votre fournisseur, c'est-à-dire le nom de la personne qui vous vend la matière première. Sur la fiche va également apparaître la dangerosité du produit, des informations sur comment le manipuler, par exemple, ne pas manipuler à côté du feu, ne pas manipuler dans un endroit clos. On peut également retrouver la composition de la matière première parce que certaines matières premières sont des mélanges de plusieurs ingrédients également. Le but ici, c'est qu'il faut qu'on retrouve exactement dans votre crème, dans votre produit final, chaque substance qu'il y a et à quel pourcentage la substance elle est présente. C'est pour ça qu'il faut que vous fournissiez une composition ultra détaillée et ultra exhaustive. Sur la fiche de sécurité va également apparaître des informations sur comment stocker la matière première et son éventuelle toxicité. Maintenant, à part la fiche de sécurité et selon le type de matière première, on peut vous demander d'autres documents. Par exemple, l'attestation CMR, cancérogène, mutagène, reprotoxique, c'est une attestation du fabricant qui dit que la matière première n'est pas tout ça. De la même façon, on peut vous demander un document qui atteste de l'absence de nanoparticules. Il y a le cas particulier des parfums et des huiles essentielles où là, on va vous demander un certificat IFRA. C'est un document qui va regrouper toutes les informations nécessaires pour une utilisation sans danger pour le consommateur. Avec ça, il y a aussi le certificat d'allergène avec tous les allergènes possibles. Peut-être qu'ici, je sors des termes qui vous font un petit peu peur ou alors peut-être que vous vous dites « Ah non, mais moi, je me lance dans la cosmétique naturelle, donc je vais pas avoir besoin de tout ça. C'est quoi? C'est non bizarre, c'est chimique, etc. » Mais en fait, ça n'a rien à voir. Tout est réglementé. Mais de toutes les façons, ne vous en faites pas car ces documents-là, c'est pas à vous de les produire. C'est votre fournisseur qui doit vous les donner. C'est pour ça que dès les premiers échanges, vous devez vous assurer que votre fournisseur, il travaille dans les normes. Après, si vous sourcez vos matières premières auprès de grands groupes, là, le problème ne se pose pas parce qu'ils sont déjà habitués, ils sont déjà conformes à la réglementation. Mais là, je parle typiquement du cas des producteurs locaux de beurre de karité, d'huile végétale en tout genre. Si vous allez sourcer, par exemple, je sais pas, en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso auprès d'un producteur qui n'a pas l'habitude de vendre sur un marché européen, il peut ne pas savoir quels documents il y a à fournir, il peut juste ne pas les avoir. N'achetez pas de matières premières sans qu'on vous ait fourni au préalable au moins la fiche de sécurité. Les autres documents dépendent de la matière première, mais au moins la fiche de sécurité, il faut que vous l'ayez.
Deuxième niveau d'évaluation, l'évaluation du produit fini même. Vous avez fourni des informations qui entrent dans la composition de votre produit. Maintenant, il faut que vous fournissiez des preuves que chaque matière première qui entre dans cette composition, lorsque vous les assemblez, lorsque vous mélangez, ce mélange n'est pas dangereux pour le consommateur. Pour cela, vous allez devoir effectuer une série de tests en laboratoire. Et comme je l'ai déjà dit, chaque test va dépendre du produit que vous voulez mettre sur le marché. Mais dans tous les cas, ces tests-là seront répertoriés dans le DIP. Le dossier information produit est un dossier que vous êtes dans l'obligation d'avoir pour chaque produit cosmétique que vous mettez sur le marché français ou européen. Il rassemble tous les résultats des tests et donc toutes les preuves qui viennent attester que votre produit n'est pas dangereux, mais il apporte également d'autres informations qu'on va voir. Le DIP comprend deux parties qui sont nommées A et B. La partie A comprend des données sur la sécurité du produit, une évaluation qualitative et quantitative et également des informations sur les matières premières. C'est ici que le fait d'être allé recueillir des informations sur chaque matière première en première partie prend tout son sens. Parce que effectivement, vous allez devoir présenter la formule de votre produit sous sa forme la plus exhaustive. Quelles substances sont présentes à quel pourcentage? La partie A du DIP va également comporter des données sur les propriétés physico-chimiques du produit, les propriétés organoleptiques et sa stabilité. Autrement dit, quelle est la couleur du produit, quelle est sa texture, quel est son parfum et est-ce que ces paramètres-là sont susceptibles de changer dans le temps? La réponse doit être non. Ces propriétés ne sont pas censées changer, en tout cas dans les conditions normales d'utilisation. Et pour prouver cela, on va faire un test de stabilité. Il va s'agir d'aller mettre le produit à haute température pendant un certain temps, en général 3 mois. Et on va regarder comment est-ce que les propriétés physico-chimiques du produit vont évoluer. Est-ce que la couleur change? Est-ce que la texture change? Et en fonction de ça, on va savoir comment est-ce que le produit va réagir lorsque l'utilisateur va s'en servir. La partie A renseigne également sur la compatibilité, la capacité du produit à rester inchangé, encore une fois, lorsqu'on le met dans son emballage, le flacon ou le pot. La qualité microbiologique, ici, ce sont les résultats du challenge test. Le challenge test, c'est le test qui permet de prouver que le conservateur du produit, il est efficace. On va aller mettre des bactéries, des micro-organismes sciemment dans votre produit et voir comment est-ce qu'elles réagissent. Parce qu'il ne faudrait pas que le consommateur final, lorsqu'il utilise votre crème pour le corps, à un moment, il y a un gros champignon qui apparaît, peut-être parce que la personne ne s'est pas lavé les mains avant de mettre la main dans le pot. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut que votre conservateur, il soit efficace. On aura des informations sur les impuretés, les traces, la composition du packaging. Ici, il va s'agir de mentionner les substances qui sont présentes à l'état de traces ou alors les impuretés éventuelles. Vous voyez pourquoi je vous disais que la formule, elle est présentée de la façon la plus exhaustive. Même des informations sur les impuretés, les traces sont présentes dans le DIP. C'est-à-dire qu'il y a même certaines impuretés qui ne sont pas présentes sciemment. Elles peuvent même être présentes par contamination. Peut-être parce que dans la même usine, dans le même laboratoire, il y a un autre produit qui est fabriqué et qui contient une certaine substance. Par contamination, on remarque qu'il y a des traces de ce produit-là dans votre crème à vous. Ce n'est pas sciemment, mais elle est là. Donc, il faut mentionner cela. La partie A renseigne sur l'utilisation normale des produits. Est-ce qu'il faut appliquer la crème 3 fois par jour pour qu'elle soit efficace? Est-ce qu'il faut mettre une quantité, une petite noisette comme ça? L'utilisation normale du produit, mais également va renseigner sur l'exposition à ce produit-là, l'exposition aux substances qui sont dans le produit, les effets indésirables potentiels. La partie B du dossier information produit maintenant renseigne sur l'évaluation du produit effectuée par un toxicologue. Si la partie A du DIP peut être rédigée par n'importe qui, entre guillemets, la partie B, quant à elle, il faut vraiment qu'elle soit rédigée par quelqu'un qui a les diplômes compétents. Il faut que ce soit un toxicologue parce que ici, il va s'agir de quoi? Il va s'agir d'émettre une conclusion aux tests qui ont été effectués plus haut, c'est-à-dire au vu des tests qu'on a effectués, le produit n'est pas dangereux pour le consommateur. Ce n'est pas à tout le monde de dire ça, c'est quelqu'un qui a les compétences nécessaires. La partie B renseigne également sur les précautions d'emploi à faire apparaître sur l'étiquette et également sur les références de l'évaluateur. Vous pouvez déléguer aussi toute la rédaction du DIP, les tests en laboratoire, bien sûr, c'est pas vous qui allez les effectuer, à des institutions compétentes, des laboratoires, des cabinets de toxicologie. Il y en a vraiment beaucoup, vous avez vraiment le choix en France. Donc, si vous travaillez avec des partenaires qui sont très bons, vous n'aurez pas besoin de toucher à quoi que ce soit au final. Peut-être juste
fournir les documents qui sont nécessaires. Là, il faut vraiment que vous soyez rigoureux là-dessus avec vos fournisseurs. Peut-être que c'est juste ça, ou encore si vous travaillez avec un laboratoire qui vous accompagne de A à Z, vous pourriez même ne pas avoir besoin de faire ça. Donc, choisissez vraiment votre partenaire au mieux. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir des partenaires vraiment très bien au départ aussi parce que j'avais pas les informations. Je savais pas comment ça se passait exactement. Je l'ai su après coup. Donc, c'est vrai que j'ai été amenée à faire certaines choses moi-même, certaines choses que j'étais même pas censée faire. Mais au final, c'est un mal pour un bien parce que c'est grâce à ça que je peux me mettre devant vous aujourd'hui à vous dire certaines choses. Je veux dire, c'est grâce à ça que j'ai appris beaucoup. Donc, comme je vous dis dans chaque vidéo, faites bien vos recherches. Renseignez-vous au maximum. Allez vers les toxicologues, allez vers les cabinets, demandez des informations, posez le plus de questions possible sur, là, je veux créer mon produit cosmétique, quels sont les tests dont j'ai besoin, qu'est-ce que je dois faire, quelle est la démarche et surtout, ne vous contentez pas d'une seule réponse. Demandez à plusieurs personnes. Déjà, ça va vous permettre d'avoir les informations précises parce que certains cabinets de toxicologie peuvent vous dire voilà tous les tests que vous avez à faire et certains ne sont pas forcément obligatoires. Donc, essayez de comparer les réponses, de voir ce qui revient souvent pour avoir l'information la plus précise possible. Et évidemment, comparez les devis. Ne vous cantonnez pas à un seul devis. Comparez tout et encore une fois, posez des questions. Troisième niveau d'évaluation, les normes qui encadrent la fabrication. Les partenaires avec qui vous travaillez également sont soumis à certaines règles. Votre laboratoire fabricant doit être certifié et travailler selon les normes ISO 22716. Ce sont des normes qui vont régir les bonnes pratiques de fabrication, de conditionnement, de stockage du produit fini. Il y a des normes pour chaque étape de la création du produit cosmétique, même le laboratoire qui va tester les produits. Donc, ne travaillez pas avec n'importe qui. Le quatrième niveau d'évaluation que j'ai voulu intégrer est l'évaluation au niveau commercial. Les normes qui encadrent la commercialisation, la communication autour du produit. Clairement, ici, je parle des allégations. Les allégations, ce sont toutes les affirmations, les propriétés que vous allez attribuer à votre produit cosmétique. Si on revient à l'exemple de la crème, dire ma crème est anti-rides, purifiante, anti-acné, vous n'avez pas le droit d'alléguer une chose que vous ne pouvez pas prouver. Les preuves peuvent être apportées par des tests en laboratoire, des recherches scientifiques, la bibliographie scientifique également. Les preuves peuvent aussi être apportées par une utilisation du produit sur des volontaires et sous le contrôle d'un professionnel. Typiquement, vous pouvez voir dans certaines publicités, résultat d'une étude sur 100 personnes sous contrôle d'un dermatologue. Tout ça, c'est pour prouver l'efficacité du produit, c'est pour justifier l'allégation. Récemment, j'ai pu assister à un atelier avec une toxicologue qui mentionnait PubMed pour la justification des allégations. C'est une bibliothèque d'articles scientifiques. Moi, je l'utilisais quand j'étais étudiante en biochimie et là-bas, ce sont en fait des recherches de scientifiques qui viennent prouver qu'une certaine matière première ou alors un certain produit, une certaine substance a telle ou telle propriété. Par exemple, vous pouvez avoir un article sur les fleurs d'hibiscus où on démontre l'effet antioxydant. Tout ça, ça peut constituer des preuves, des justifications de vos allégations. Mais toutes les allégations ne peuvent pas être justifiées de cette façon-là. Donc, attention à ce que vous affirmez, même si ça semble très basique. Juste, ma crème est hydratante. Normalement, vous ne pouvez pas le dire comme ça sans avoir effectué une certaine étude sur les produits. Lorsque vous êtes fin prêt à commercialiser vos produits, vous devez notifier les nouvelles formules sur le portail européen. C'est une plateforme qui signale aux autorités toutes les nouvelles formules qui viennent d'être créées pour que de leur côté, ils puissent les surveiller, ils puissent les contrôler. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous ai dressé un tableau plutôt grossier de la réglementation européenne parce que comme d'habitude, comme chaque cas est précisément différent, c'est difficile d'aller vraiment jusqu'à un certain niveau de détail. En plus, je suis pas toxicologue, donc je vais pas avoir toutes les informations non plus. Mais je vous mets en description des liens intéressants pour aller plus loin. Dites-moi en commentaire quel autre sujet de vidéo vous voudriez qu'on aborde. Peut-être qu'est-ce qui vous permettrait de lancer votre entreprise actuellement, quelque chose en rapport avec le stade auquel vous en êtes. Mercredi prochain, en tout cas, on parle de comment se faire accompagner dans son projet d'entreprise. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer cette vidéo. Et d'ici là, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!